Alors aujourd'hui, on va parler de l'oppression financière de la femme. Le message véhiculé par le discours féministe autour de l'écart salarial ou du plafond de verre consiste à défendre l'idée que les femmes sont opprimées non seulement symboliquement, mais aussi factuellement. Les conséquences de leur oppression sont tangibles. À la fin de la journée, elles ont moins de ressources à disposition. Sauf que ceci n'est pas seulement faux, c'est même plutôt l'inverse qui tend à être vrai, et de l'aveu même des féministes. Les femmes contrôlent des revenus plus élevés que les hommes dans l'absolu, mais aussi relativement à leur implication dans le bon fonctionnement de la société. Alors, tout d'abord, au sein du couple. Le discours féministe nous rapporte avec fierté que les femmes contrôleraient 85% du total des dépenses. Même si elles gagnent moins et paient moins d'impôts, elles décident du mobilier dans 94% des cas, par exemple, du logement dans 91% des cas, du lieu de vacances dans 92% des cas, de la voiture à acheter dans 65% des cas. Elles contrôlent l'argent du couple, alimenté principalement par le mari, mais tout ceci opprimerait les femmes. Bon. En effet, elles se sentent délaissées et leurs besoins ne sont pas pris en compte par les publicitaires, par exemple. Par ailleurs, toutes ces décisions consistant à se demander comment dépenser l'argent qu'elles n'ont pas gagné d'elles-mêmes représenteraient une charge mentale. Évidemment. Maintenant, passons à l'échelle sociétale. En Nouvelle-Zélande, la femme moyenne coûte environ 150 000 $ tout au long de sa vie entière. L'homme est quant à lui légèrement dans le positif. Jamais la femme ne rembourse sa dette, alors que l'homme l'a déjà remboursée à 40 ans. À aucun moment de sa vie non plus, la femme n'aura rapporté plus qu'elle n'aura coûté. La femme moyenne rapporte plus à l'année qu'elle ne coûte à l'année, seulement entre ses 45 et 64 ans. Et jamais c'est suffisant pour rembourser la dette qu'elle a accumulée jusqu'ici, donc. L'homme commençant à rembourser sa dette dès ses 23 ans, il est positif dès ses 38 ans, et généralement jusqu'à ses 80 ans. On observe aussi le même phénomène au Danemark. La femme coûte en moyenne 1,6 million de couronnes, soit environ 360 000 $ australiens pour pouvoir avoir un ordre de comparaison. L'homme, quant à lui, en rapporte en moyenne 0,6 million, soit 140 000 $ australiens. Il y a donc une différence de 2,2 millions de couronnes danoises. En somme, la femme vit à crédit sur l'autre son oppresseur. Ouais, drôle de relation de domination, vous avouerez. C'est d'autant plus improbable qu'il s'agit d'un choix de fonctionnement social qui convient mieux aux femmes qu'aux hommes d'ailleurs. Les femmes sont en effet davantage favorables à la redistribution des richesses. Richesses qui, je le rappelle, elles ne produisent pas, mais dont elles sont les premières à bénéficier. Avouez que c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. On ne retrouve cependant aucune différence homme-femme chez les gens sur la gauche de l'échiquier politique. Mais il y en a chez les modérés et encore plus chez les gens plutôt à droite. Pire encore, cette différence est positivement corrélée avec l'égalitarisme du pays. C'est-à-dire que plus le pays est égalitariste, donc plus la femme est supposément forte et indépendante, plus la femme attend des aides financières publiques à son égard. Ce qui rajoute une nouvelle dimension au paradoxe norvégien d'ailleurs. Dans le domaine conjugal, Colden a déjà résumé la situation avec éloquence plusieurs fois. La position des hommes de droite n'est pas cohérente. On ne peut pas critiquer le communisme, le marxisme ou le socialisme tout en prenant ce même fonctionnement à l'échelle de la famille. En conclusion, étudier uniquement les salaires ou les revenus liés à l'activité professionnelle ne suffit pas à rendre compte des revenus réels d'un individu. Ici, nous avons vu que les femmes touchaient des revenus indirects et que les hommes pourvoyaient ce revenu. Au sein du couple, la femme gagne moins, mais elle contrôle plus d'argent. Ceci peut aussi expliquer qu'elle déclare se satisfaire de revenus moindres et ne pas demander davantage d'augmentation de salaire, par exemple. Cette redistribution opère aussi à l'échelle sociétale. La femme forte et indépendante est un mythe, car la femme non mariée a simplement troqué son mari pour l'État. Le pourvoyeur a changé, pas le mode de fonctionnement. Avec une natalité actuelle inférieure à 2, les femmes ne représentent plus aucun intérêt supplémentaire pour la société qu'un citoyen lambda, bénéficiaire de diverses aides sociales, donc la vision des tradis n'est pas justifiable. Les exceptions ne suffisent pas à réfuter la règle générale. Les femmes ponctionnent plus qu'elles n'apportent, et personne ne semble décidé à leur demander de rendre des comptes, surtout pas Lucille Pétavin par exemple. La société est une cour de récréation pour les femmes. Penser cela est aujourd'hui perçu comme misogyne, puisqu'attendre la moindre chose des femmes est, semble-t-il, misogyne. Mais tant pis. Personnellement, j'aurais pensé que traiter les femmes comme des enfants irresponsables, c'était ça qui était misogyne. Alors qu'au contraire, inciter à les rendre responsables, j'aurais pensé que c'était tout l'inverse de la misogynie. Savoir emmailloter un bébé, par exemple, requiert un minimum d'expérience. Comme acheter avec discernement 1 kilo d'orange. Comme choisir entre 3 bassines de prix différents. En France, les épouses, chacun le sait, détiennent l'essentiel du pouvoir d'achat. Savoir équiper un appartement, discerner l'utile de l'inutile, s'apercevoir que le comportement apparemment négligent d'un enfant peut simplement dépendre de la hauteur d'un porte-manteau mal placé, sont quelques aspects beaucoup moins futiles qu'ils en ont l'air de ce métier qui s'apprend comme tous les métiers.